les perspectives de marché et quelques commentaires sur la situation de marché actuelle qui mérite un peu d'analyse. Laurent Denise est avec nous en plateau, le Global CIO d'Oddo BHF Asset Management. Bonjour et bienvenue Laurent. Toujours fascinant de voir à quelle vitesse le marché peut passer d'un état à un autre. On était au pic de la peur fin septembre et vous étiez là pour en parler avec nous, Laurent, je m'en souviens très très bien. Moins de 4 mois après, on est peut-être à ce qu'on pourrait décrire comme un pic Goldilocks, c'est-à-dire la perception d'une situation parfaitement idéale pour les investisseurs. Toujours fascinant d'observer quand même ces mouvements de changement d'état d'esprit aussi rapides. C'est vrai, mais pour le coup, je crois qu'on en avait parlé à l'époque, effectivement, je crois qu'il y avait une vraie justification à devenir un peu plus positif. Alors effectivement, on a vu une conjonction de facteurs qui sont bien passés, hein, la normalisation des chaînes de distribution de valeur, la baisse du prix de l'énergie, hein, qui effectivement a changé la donne, le pivot anticipé. On en reparlera peut-être un tout petit peu trop de ce côté-là. Et puis finalement, quelque chose qu'on n'attendait pas aussi rapidement, c'est la politique zéro Covid qui prenne fin avec une telle vitesse. Donc effectivement, une conjonction de facteurs plutôt positifs. Mais l'essentiel n'est pas là, Grégoire. L'essentiel, ce sont les valorisations et c'est aussi finalement la capacité de résilience de se réinventer, j'ai envie de dire, des sociétés. Et puis les stimulus fiscaux qui ont permis aussi de limiter la casse. On est toujours dans cette dialectique et dans cette trajectoire. Je crois qu'il ne faut pas être trop négatif et pas considérer qu'effectivement on a atteint peut-être le pic du positif, entre guillemets. C'est un petit peu ce que vous évoquez. Je ne suis pas certain que ce soit ça. Je crois qu'on est dans une dynamique qui vraiment se met en place de décélération de la croissance, certes, mais de décélération de la croissance qui fait qu'aujourd'hui on va peut-être éviter le scénario qui était le consensus de tout le monde, le nôtre aussi en décembre, qui était une récession en Europe. La baisse du prix de l'énergie, le stimulus fiscal allemand, la confiance, la baisse des taux qui se met en place et donc les conditions financières qui s'améliorent sont en fait un ensemble de paramètres qui font qu'on va certainement éviter la récession. Et ça change la donne avec une sensibilité de la zone euro par rapport à la Chine qui va redémarrer très très forte avec le Japon, hein, sur les deux, qui font qu'aujourd'hui on est beaucoup plus optimiste. Et je reviens d'Allemagne. Oh! Alors là, c'est le jour et la nuit. C'est le soulagement total. Alors, c'est culturel. Hein. Il faut pas... Voilà, il y a le poids de l'histoire sur l'inflation. Ouais. Mais vous imaginez, l'inflation, c'est quand même une dérivée seconde. Hein. On est parti très, très fort, très, très haut. Il ne faut pas oublier que quand on décélère, hein, on va décélérer très très vite, hein, la désinflation qui se met en place. Et donc l'impact sur la confiance, mais l'impact sur la production industrielle est majeur. Et ça, on le ressent déjà du côté des entreprises, des chefs d'entreprise et des industriels. C'est pas encore dans le discours des banquiers centraux, y compris allemands, mais dans l'écosystème allemand, c'est déjà le cas. Un seul chiffre. La production industrielle, en fait, était à l'arrêt à peu près à 50%, hein, notamment un producteur d'aluminium, l'intensité énergétique, voilà, qui faisait que on ne pouvait pas produire, c'était pas rentable. Là, on est à 25%. Le prix du mégawattheure de gaz est passé en dessous des 70 €. S'il passe en dessous des 50 €, ce qui est quand même une trajectoire très très probable, on aura simplement 10% au lieu des 50% de ces sociétés qui seront à l'arrêt. Vous imaginez qu'on est le 20 janvier. C'est juste le démarrage de l'année. Ça veut dire que ce qui était anticipé comme étant 50% à l'arrêt, ça serait 10% sur la totalité de l'année. Ça change la donne en termes de trajectoire. L'Allemagne non plus en récession. Et vous l'avez entendu, Olaf Scholz aussi, positif à Davos. Hein. Voilà. Je me dis que pour qu'un chancelier, effectivement, ou un décideur politique de ce niveau-là puisse afficher un certain positivisme, on va dire, oui, il faut qu'il y ait quand même de solides garanties derrière quand il engage son capital politique sur l'idée qu'il n'y aura pas de récession en Allemagne. Exactement. Il y a des données haute fréquence qui commencent à vraiment être positives de ce côté-là. Ouais. Alors, je comprends, il ne faut pas abandonner l'idée d'être constructif. Néanmoins, et je prends la référence des actions européennes, parce que c'était le sujet qui nous animait notamment fin septembre, Laurent, on a fait les objectifs de l'année.
Là, en quelques semaines, sur le stock 600, voilà, des objectifs entre 400, 450. On est à plus de 450 points sur le stock 600 en ce début d'année. L'espérance mathématique de performance des actions européennes a été consommée de ce point de vue-là. Qu'est-ce qui peut se passer en termes de schéma, en termes de dynamique de marché, partant de ces objectifs déjà atteints en 3 semaines? Alors, quand on parle d'espérance, on parle d'hypothèse, d'accord? Et donc, il faut peut-être regarder quelles sont les hypothèses. Donc, effectivement, c'était aussi notre scénario, 9-10%, avec un consensus au niveau de la croissance des résultats qui est à peu près de 3%. Juste, là encore un chiffre, on était le 30 décembre à 0. Ça a été révisé non pas à la baisse, mais à la hausse depuis 15 jours. Premier point. Donc, admettons qu'on prenne ce 3% effectivement et qu'on estime que la compression des multiples est finie. On était sur des multiples historiques de 14. On ne va peut-être pas y retourner. N'oublions pas qu'il y a quand même la guerre en Ukraine. Mais disons 13, effectivement, si on fait les maths, ça fait à peu près 10% de performance. Très bien. On a vu quand même une baisse des taux là récemment. Donc en fait, la compression des multiples, elle est complètement justifiée par la baisse des taux qui s'est mise en place. On pourra discuter peut-être de la légitimité de cette baisse aussi rapide, aussi forte, notamment au niveau des taux. Mais pour le moins, on est à peu près sur 12,5 en fait en termes de PE. Si on a une résilience des sociétés liée à cette moindre décélération de la croissance, si on continue en fait à avoir une baisse du coût des intrants et une baisse des salaires en réel, même si on a moins de capacité à passer les prix, forcément, vous voyez que la balance elle est plutôt positive. Ouais. Et donc, il n'est pas envisageable de voir deux choses. Peut-être, finalement, des analyses qui ne sont pas si loin de la réalité. Et donc, en fait, des anticipations sur les résultats moins négatifs. Et puis, de l'autre côté, peut-être un re-rating un peu plus fort, avec des flux. Et c'est mon dernier point. Ah oui. Un an qu'on n'a pas vu de flux positif sur l'Europe et les actions européennes. Alors, ce qui est toujours intéressant, c'est de voir comment les investisseurs réagissent par rapport à ce cycle. En fait, on les a vus revenir à ce pic d'inflation en octobre-novembre sur l'obligataire, les fonds de crédit investment grade et AI. Je ne vais pas vous dire que c'est totalement le cas aujourd'hui sur les fonds actions, c'est pas vrai. Pour l'instant, on est toujours en légère décollecte. Oui, mais vous voyez que le sentiment a commencé à évoluer. Et surtout, on est en train, en fait, de voir des mouvements de capitaux assez importants d'une zone à l'autre. Vous avez vu l'appréciation en fait du dollar, de l'euro par rapport au dollar, liée à quoi? Liée à une divergence des politiques monétaires qui se met en place et donc, quelque part, la prise de profit sur les carry trades. Ce mouvement, en fait, n'a pas commencé. C'est un mouvement qui va faire que les investisseurs vont sortir des US et pour rentrer vers où? Vers les devises dépréciées. Je vous rappelle le carry trade, on emprunte dans une devise faible et on emprunte dans une devise forte. Donc vers l'euro, le yuan, la Chine et le Japon. Ce sont 3 zones qu'on favorise. Si on commence à avoir ces mouvements de flux qui se mettent en place, là on peut avoir une certaine exagération. Donc oui, je vous rejoins sur le fait que l'espérance effectivement de rendement est atteinte, toutes choses étant égales par ailleurs avec les hypothèses qu'on a évoquées, mais attention quand même à ce phénomène d'exagération lié aussi à la vitesse de changement en termes macroéconomiques et en termes microéconomiques, et c'est important de le dire aussi. On rentre dans une tendance lourde, potentiellement, de surperformance des zones que vous avez citées, de l'Europe, des émergents à travers la Chine, du Japon peut-être, par rapport au marché américain, marché leader depuis toujours, en tout cas dans le cycle précédent, et encore plus si on regarde le Nasdaq, il y a un vrai changement de leadership structurel, qui peut durer encore quelques temps, qui s'est mis en place aujourd'hui. Je reviens un tout petit peu sur les flux parce que ça me paraît vraiment le paramètre. La macro, c'est toujours effectivement difficile à évaluer, puis la micro, on va voir un petit peu quels sont les résultats Q4, vraisemblablement positifs, surtout la guidance peut-être un peu plus faible. Donc c'est pas facile à évaluer. En revanche, il y a vraiment le dernier paramètre de l'allocation, sont les flux. Qu'est-ce qui se passe sur les flux? On a vu toute la partie retail, wholesale, les particuliers finalement revenir sur les marchés, ce qui explique la belle performance de début d'année. Mais pour les voir tous les jours, les institutionnels français, allemands, européens, à minima, voire au Moyen-Orient, ne sont pas revenus du tout. Donc attention là aussi à ce qui peut se mettre en place avec effectivement une sous-pondération sur ces zones Europe et Japon, mais
manifeste de cette typologie d'investisseurs qui pourrait en fait là aussi accélérer ces mouvements. Les montants qui sont en jeu et la sous-pondération en fait de ces investisseurs pourraient amener une vraie surperformance de la zone euro et des marchés émergents, notamment asiatiques, essentiellement asiatiques, liés à des valorisations aussi favorables. Cette catégorie d'investisseurs institutionnels, effectivement, elle peut mettre du temps à prendre des décisions de mouvement ou de changement dans ses allocations d'actifs, mais quand la décision est prise, le programme d'achat est puissant derrière. Exactement, et il est puissant, et il est relativement et continue, long. régulier. Exactement. C'est ça. Donc en fait, on n'a pas vu ce démarrage. Ouais. Donc oui, on peut, voilà, là on est sur des valorisations peut-être un tout petit peu tendues, ça serait effectivement bien de détendre l'atmosphère, de faire 2-3% en plus bas, mais attention de ne pas être trop baissier dans un environnement qui devient un peu plus constructif, où effectivement on a une désinflation qui se met en place, peut-être une inflation going forward, mais avec un taux de chômage relativement faible, la vraie inconnue. Et ça, c'est peut-être le paramètre important à surveiller, c'est la consommation aux États-Unis. On est passé d'un taux d'épargne de 30% au pic de la crise à 1% en fait du revenu disponible. Mais on est passé de 2,4 trillions de dollars à encore 1,3 trillion de dollars de disponibles. Donc on voit que les liquidités, malgré le durcissement des conditions financières, permettent de limiter la casse. Et donc l'environnement reste quand même assez favorable pour l'investissement sur des valorisations sur ces zones, encore une fois, qui sont assez attractives. Un mot des banques centrales et du match entre les marchés et les banques centrales. Laurent, fin 2021, le marché commence à envoyer des signaux d'alerte aux banques centrales, avec des anticipations d'inflation qui commencent à partir. Le marché dit aux banques centrales, attention, vous vous trompez sans doute sur l'évaluation que vous faites de la trajectoire d'inflation, il faut que vous resserriez, il faut monter les taux. Ça prend quelques mois avant que les banques centrales réagissent. Je parle de la Fed qui monte ses taux pour la première fois en mars 2022, avec une montée en puissance du régime de hausse de taux tout au long de l'été. Là, le marché envoie le message inverse aux banques centrales en leur disant, c'est bon, job is done, vous êtes allé suffisamment vite, suffisamment fort, il faut que vous arrêtiez et il faut même peut-être que vous commenciez à envisager de réfléchir à baisser vos taux dans les prochains mois ou les prochains trimestres. Qui est-ce qu'on écoute ? Là, moi, je ne souscris pas à ce sentiment des investisseurs qui me paraît un peu trop optimiste. En fait, on est quand même dans une thématique inflationniste quand même un peu différente. On a quand même changé de paradigme. La géopolitique, la nécessité de relocaliser, la transition, il faut financer cette transition écologique tous ces paramètres font qu'aujourd'hui, on va avoir en fait des coûts qui vont monter. Alors, l'inflation, encore une fois, c'est la dérivée seconde, donc on est plutôt dans une décélération de ce côté-là. Mais dans une décélération pour réaccélérer. Pourquoi ? Parce que la Chine se remet en marche. Il ne faut pas oublier quand même ce paramètre aussi extrêmement important. Les investisseurs, et l'hypothèse qui sous-tend un petit peu ça, c'est que la Fed va capituler en face d'une récession. Mais la récession est loin d'être certaine. On est peut-être dans un soft landing, ça c'est le premier point. On anticipe 3 baisses des taux. Donc en fait, on a vraisemblablement de ce côté-là la volonté des banques centrales d'attendre l'impact du durcissement des conditions financières, et donc elles vont rester sur cette ligne, et ça j'en suis absolument persuadé. Donc le maintien à un niveau de restriction monétaire élevé pour plus longtemps que ce que le marché anticipe. Exactement. Et donc en fait on a vu des pentes, c'est un peu technique, mais des pentes en fait s'inverser peut-être de manière un peu trop forte. Donc attention à vos obligations gouvernementales, parce qu'on va peut-être voir des taux longs remonter un peu. Donc attention aussi aux valeurs de croissance qui pourraient là aussi être un petit peu affectées. Donc on est plus sur des valeurs value aujourd'hui, même si on a des pans de la valeur croissance qui ont tellement décoté, dérété, l'artificial intelligence, le cloud computing, le software, les semis, on commence à avoir des valorisations qui peuvent encaisser ce choc. Mais douter de la volonté des banques centrales de faire une sorte de plateau me paraît un petit peu complaisant, voilà, pour le moins. Merci beaucoup Laurent pour votre éclairage sur la situation de marché. Laurent Denise, Global CIO, Dodo BHF Asset Management.